Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour terminer le chapitre sur la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique. On est dans la dernière activité, activité 5, la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire la troisième et la dernière étape de la respiration cellulaire. Donc, on va essayer d'analyser une expérience sur laquelle on a utilisé des mitochondries mise en suspension, laquelle on ajoute des R'H2, c'est-à-dire des composés réduits, des transporteurs d'hydrogène. On a déjà parlé de ces transporteurs qui sont synthétisés pendant la glycolyse et aussi dans le cycle de Krebs, c'est-à-dire le NADH plus H+, et le FADH2. On ajoute de l'ADP plus le phosphore inorganique comme précurseur de synthèse d'ATP. Et on a utilisé une molécule, la rothénone, c'est une molécule inhibitrice de la réaction d'oxydation. Ensuite, on a essayé de mesurer les résultats de l'expérience. On mesure la quantité de dioxygène en pourcentage dans le milieu et aussi la production d'ATP en unité internationale. Donc, on va essayer d'analyser, comme vous voyez ici, lorsqu'on a injecté les transporteurs d'hydrogène, et l'ADP plus le PI, vous voyez, automatiquement, il y a une consommation d'oxygène associée à une production d'ATP. Par contre, lorsqu'on a injecté la rothénone, la molécule inhibitrice de réaction d'oxydoréduction, il y a un arrêt de consommation d'oxygène et aussi un arrêt de production d'ATP. C'est-à-dire, donc, le document il montre que la consommation que vous voyez d'oxygène, elle est en relation avec la production des molécules d'ATP à partir de ADP plus PI. Déjà, on a vu que l'équation de synthèse d'ATP, c'est ADP plus le phosphore inorganique qui va donner l'adénosine triphosphate par une enzyme appelée l'ATP synthétase ou ATP synthase. Ces réactions de synthèse d'ATP produisent ce produit dans les mitochondries nécessite la présence de R'H2, c'est-à-dire nicotinamide, adénine, dinucléotide, et aussi le FADH2 et l'ADP plus le P, c'est-à-dire que cette synthèse d'ATP nécessite ces transporteurs d'hydrogène qui sont déjà synthétisés soit au niveau de la glycolyse ou dans le cycle de Krebs. Lorsqu'on a ajouté la molécule inhibitrice de l'oxydation, vous voyez la rothénone, il y a un arrêt de consommation d'oxygène et aussi un arrêt de production d'ATP, c'est-à-dire que la synthèse d'ATP est en relation avec des réactions d'oxydoréduction. Dans l'expérience 2, on va essayer d'isoler des mitochondries, on va les placer en suspension, en relation avec des électrodes à pH pour mesurer la concentration des H+. La solution, ici, par une seringue, on va essayer d'injecter une solution d'oxygène O2. Et puis, on va mesurer la concentration des H+, dans le milieu. Donc, vous voyez, lorsqu'on a injecté le O2, vous voyez qu'il y a une production, forte production des H+, dans le milieu extérieur ici. Ensuite, il y a une diminution de cette concentration. On va essayer donc d'expliquer pourquoi. Donc l'analyse, avant l'injection, vous voyez que la concentration des H+, elle est dans le milieu extérieur, elle est nulle. Mais juste après l'injection, vous voyez qu'il y a une forte production, une production rapide des H+, suivie d'une diminution lente de la concentration des H+. Donc pour mieux expliquer, lorsqu'on a injecté le O2, on a déjà dit qu'à l'intérieur il a le R'H2, c'est-à-dire des transporteurs d'hydrogène. Ensuite, on a remarqué qu'il y a une libération des H+, c'est-à-dire qu'il y a une réaction d'oxydoréduction entre le O2 et le R'H2.
Explication, quand la respiration est activée par la présence d'oxygène, il y a une oxydation de NADH plus FADH2. Ça, c'est la forme réduite qui subit une oxydation, qui va donner le R', par exemple le NAD+, plus de gaz plus des électrons. Ces protons sont d'abord transférés dans la matrice vers l'espace intermembranaire, puis à l'extérieur de la mitochondrie, pour retourner après dans la matrice. On va voir ça. On va essayer d'analyser les deux expériences en même temps. Donc la première expérience, elle met en évidence que la production d'ATP est en relation avec la réduction des transporteurs d'hydrogène en présence de l'ADP-EPI. Et puis la deuxième expérience, il montre que lorsqu'on injecte le O2, il y a la libération des H+ par ces transporteurs d'hydrogène. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi, d'où vient donc cette production des H+. Au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, on a déjà parlé ici de l'espace intermembranaire, de la membrane interne et de la matrice. On a déjà vu que la production de ces transporteurs d'hydrogène, la forme réduite NADH plus H+ sur le FADH, sont formés par le cycle de Krebs au niveau de la matrice et aussi les molécules de NADH2 qui ont été formées dans l'hyaloplasme par la glycolyse qui vont pénétrer à l'intérieur. Donc ici, vous voyez qu'il y a une réduction. Vous voyez, le NADH plus H+ va se transformer en NADH+, c'est-à-dire qu'il va libérer des électrons. Et on a remarqué que la membrane interne de la mitochondrie, il renferme des complexes protéiques, appelés des transporteurs d'électrons et aussi des protons. Par exemple, ici le C1, le complexe 1, ensuite le complexe 2, Q, le complexe 3, C et le complexe 4. Donc, le premier producteur d'électrons, c'est le NADH plus H+, qui va libérer deux électrons et va se transformer en NADH+. Ces électrons seront transférés vers le C1, puis vers le Q, etc., pour arriver au dernier récepteur d'électrons que vous voyez, c'est le dioxygène. Donc vous voyez que le dioxygène va intervenir dans la dernière étape, c'est-à-dire c'est le dernier récepteur des électrons. Donc ici, c'est le producteur initial des électrons, c'est le NADH, et à ce niveau, il y a aussi le FADH2 qui va produire ces électrons, mais directement vers le complexe 2. Ces électrons seront transférés spontanés pour arriver au récepteur final, c'est le dioxygène qui va se transformer en H2O selon la réaction d'oxydoréduction, donc 1 numéro 2 plus 2 électrons plus 2 H+, qui va donner le H2O. Donc, la membrane interne des mitochondries contient, comme je l'ai déjà dit, des complexes d'oxydoréduction formant une chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire il assure l'oxydation des transporteurs d'hydrogène réduits déjà, le NADH plus H+ sur le FADH2. Ils sont des donneurs d'électrons. Vous voyez que le NADH plus H+, il va subir une oxydation, ici par exemple par le complexe 1. Il va se transformer en NAD+, pour libérer 2H+, des électrons. Ces électrons vont circuler à travers, de façon spontanée, à travers cette chaîne respiratoire. La même chose pour le deuxième transporteur d'hydrogène, c'est le FADH2 qui va subir aussi une oxydation pour se transformer en NAD plus 2H+, plus 2 électrons. Donc vous voyez ici, on a dit que sur la membrane interne de la mitochondrie, il y a des complexes protéiques qui sont responsables du transfert des électrons. C'est ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Le premier producteur des électrons, c'est le NADH plus H+, qui va libérer 2 électrons.
et ces électrons seront transférés vers le dernier récepteur, c'est le dioxygène, qui va se transformer en H2O. Aussi, donc on a dit qu'il y a un déplacement des électrons. On va voir que cette chaîne, ce déplacement des électrons se fait par les potentiels redox, comme vous avez déjà étudié dans les réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire de la molécule qui a un potentiel redox faible vers un potentiel redox fort. Les étapes de l'oxydation du transport d'hydrogène par le complexe de la chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne. Au début, on a dit que les NADH, H plus H+, va être oxydé par le C1, ce complexe, la première protéine membranaire, qui va prendre les électrons, et le NADH plus H+, va se transformer sa forme oxydée NAD+. Les électrons libérés vont ensuite transportés par les complexes, les autres complexes, pour arriver, j'ai déjà dit, au dernier récepteur qui va fixer les électrons, c'est le dioxygène, pour se transformer en molécule de H2O. Selon la réaction suivante, c'est une réaction d'oxydoréduction. Vous voyez donc un demi-O2 plus 2H+, plus 2 électrons, qui va se transformer en une molécule d'H2O. Certaines enzymes de la chaîne respiratoire, donc vous voyez, ils sont des transporteurs d'électrons. En même temps, ils peuvent transporter les H+ vers ce milieu, cet espace intermembranaire. Vous voyez par exemple le complexe 1, le complexe 3 et le complexe 4 sont des transporteurs d'H+, qui vont pomper le H+ à l'extérieur. Lorsqu'il y a le transport spontané des électrons, en même temps il y a une libération, il y a les H+ qui sont pompés dans ce milieu extérieur, c'est-à-dire dans l'espace intermembranaire. Donc ici il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction dans la membrane interne mitochondrie, et j'ai dit que ces transporteurs d'électrons, ils ont des potentiels redox. Vous voyez ici, donc le premier couple NADH plus H+, qui va se transformer en NADH+, il a un faible potentiel redox, millivolt, qui va libérer ses électrons pour le transporteur 1, c'est-à-dire le complexe qu'on a vu, ensuite pour le Q, etc. Donc il y a un déplacement pour arriver au dernier récepteur, c'est O2 qui va se transformer en H2O, c'est-à-dire que ce transport d'électrons ne se fait pas au hasard, mais selon un potentiel redox qui est croissant. Donc le flux des électrons dans la chaîne respiratoire s'effectue spontanément, c'est-à-dire de NADH plus H+, ou le FADH, à travers cette chaîne respiratoire, dans le sens croissant des potentiels redox depuis le donneur. Le premier donneur, c'est le NADH plus H+, vers l'accepteur final, comme j'ai déjà dit, c'est le couple O2, couple redox O2 qui se transforme en H2O selon la réaction 1 numéro 2 plus 2 électrons plus 2 H+, pour se transformer en molécule d'eau. Donc ici, on va chercher quelles sont les conditions de la synthèse d'ATP. On a déjà dit qu'il y a une oxydation qui est accompagnée d'une production d'ATP, et on va déterminer les conditions de cette synthèse d'ATP à partir de cette expérience. On essaye donc de prendre une mitochondrie avec des actions des ultrasons, vibrations de haute fréquence. On casse la membrane interne en petits fragments, vous voyez ici, et puis qui vont se transformer en vésicules submitochondriales qui portent des sphères pédonculées. On a dit que ces sphères pédonculées contiennent l'enzyme responsable de la synthèse d'ATP, appelée ATP synthétase ou ATP synthase
accompagné d'un canal à protons. Alors, vous voyez ici dans les conditions de cette expérience, on va essayer de mettre ces vésicules submitochondriales dans des conditions différentes. La première expérience, on va mettre un pHI, c'est-à-dire à l'intérieur de cette vésicule qui sera égal à 4, à l'extérieur sera égal à 8, c'est-à-dire que les H+, ils sont en forte concentration à l'intérieur et en faible concentration à l'extérieur, parce que vous savez que le potentiel d'hydrogène est en relation avec la concentration des H+. Lorsque le pH est faible, c'est-à-dire que la concentration des H+, elle est forte. Ensuite, on ajoute le ADP plus le PI comme précurseur responsable de la formation de l'ATP. Donc vous voyez que le résultat, lorsqu'on a utilisé le pHI, c'est-à-dire de l'intérieur de la vésicule, il est inférieur au pH de l'extérieur, on assiste à une synthèse de l'ATP. Par contre, dans la deuxième expérience, on a essayé de détruire ces sphères pédonculées. On a les mêmes conditions, pHI inférieur, pH extérieur 8. Malgré ces conditions, on n'a pas de production d'ATP, c'est-à-dire que, ici, si je compare l'expérience témoin avec cette expérience, ici, il y a l'absence des sphères pédonculées, c'est-à-dire que la synthèse d'ATP nécessite les sphères pédonculées. La troisième expérience, on va mettre toujours des vésicules submitochondriales, mais cette fois-ci qui ont des pédoncules, comme vous voyez, des sphères pédonculées, mais regardez pour le pH, interne, externe, sont les mêmes, donc il n'y a pas de différence, c'est pour ça qu'il n'y a pas de synthèse d'ATP. À partir de ces expériences, on va déduire que les conditions de formation de synthèse d'ATP, on a besoin de ADP plus PI comme précurseur de l'ATP. Les conditions qui sont en relation avec le milieu, il faut que le pHI interne, c'est-à-dire doit être inférieur au pH de l'extérieur. Et aussi, il faut qu'il y ait la présence des sphères pédonculées. Donc, vous voyez ici, première expérience témoin, là où il y a la synthèse, c'est-à-dire qu'il y a toutes les conditions qui sont nécessaires, présence d'ATP, présence des pédoncules, le pHI elle est inférieur au pHE, l'extérieur. Dans la deuxième expérience, vous voyez qu'il y a manque des sphères pédonculées, donc il n'y aura pas de synthèse d'ATP. Et pour la troisième expérience, vous voyez que le pH externe est égal au pH interne, c'est-à-dire que la synthèse d'ATP nécessite un pHI doit être inférieur au pH de l'extérieur. C'est-à-dire que la concentration des H+ à l'intérieur des particules mitochondriales doit être supérieure à celle de l'extérieur. On va essayer de mettre une comparaison de l'expérience avec ce qui se passe dans la mitochondrie. Donc vous voyez par exemple ici cette partie externe ici en jaune dans l'expérience, il correspond à la matrice. La partie bleue, c'est-à-dire l'intérieur de la vésicule, il correspond à l'espace intermembranaire. Vous voyez donc que le pH de l'intérieur, c'est-à-dire ici, dans cette partie bleue, dans l'espace intermembranaire, on doit avoir une forte concentration d'H+, pour qu'il y ait une production d'ATP. Vous voyez que ces sphères pédonculées sont dirigées vers la matrice pour qu'il y ait déplacement des H+ vers l'intérieur. Les conditions permettant la synthèse d'ATP, on a dit qu'il faut qu'il y ait la présence de l'ADP plus PI, parce qu'on a déjà parlé de cette synthèse par cette équation de synthèse, c'est l'ADP, adénosine diphosphate plus le phosphore inorganique qui va donner l'ATP. La deuxième condition, il faut que le pH externe des particules submitochondriales est plus important que le pH intérieur, c'est-à-dire que la concentration des H+ soit forte à l'intérieur
par rapport à l'extérieur. La présence des sphères pédonculées, parce qu'il y a une présence d'une enzyme ATP synthétase responsable de la production de l'ATP. La membrane interne des mitochondries doit être imperméable aux H+, sauf au niveau de cette sphère pédonculée, c'est-à-dire que le déplacement des H+, qui sortent de la matrice vers l'extérieur doivent retourner à l'intérieur de la matrice, mais uniquement à travers ces sphères pédonculées pour qu'il y ait une production d'ATP, sachant que ces sphères pédonculées contiennent une enzyme appelée l'ATP synthase. Donc pour la phosphorylation oxydative, vous voyez, on a dit que le premier donneur d'électrons, il y a une réaction d'oxydoréduction, il y a le passage des électrons à partir de NADH vers le T1, le C1, c'est-à-dire le transporteur 1, etc., pour arriver au dernier récepteur H2O, mais il est associé à une sortie convoyée par le C1, le C3 et le C4 de ces H+, vers l'extérieur. Donc vous voyez qu'il y a un déplacement des électrons spontané. Aussi, il y a les H+, qui sont pompés par ces trois complexes vers l'espace intermembranaire. Et ces H+, donc on aura une concentration forte des H+, à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'espace intermembranaire. Et ce gradient, c'est-à-dire ces H+, ne peuvent entrer que par ces pédoncules, ces sphères pédonculées qui contiennent l'ATP synthase. Donc, on va essayer de résumer. On a dit que ces donneurs d'électrons, c'est-à-dire le NADH plus H+, ou les FADH, sont formés soit par le cycle de Krebs ou par la glycolyse, surtout pour le NADH. Ils vont libérer les électrons, donc il y a des réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire que le premier donneur sont ces transporteurs d'hydrogène. À travers la chaîne respiratoire, les électrons vont se déplacer spontanément pour arriver au dernier récepteur, c'est le dioxygène qui se transforme en H2O. En même temps, vous voyez qu'il y a une libération, qu'il y a une sortie des H+, à l'extérieur par le C1, le C3 et le C4. Ces H+, seront beaucoup concentrés à l'extérieur. Ils vont entrer, mais cette entrée doit être associée à une production d'ATP par ces sphères pédonculées. Donc vous voyez que la première étape, c'est qu'il y a les transporteurs réduits, le NADH, H+, plus FA2, qui contiennent des électrons et qui sont déjà formés pendant la glycolyse et aussi pendant le cycle de Krebs. Ils vont subir une oxydation par des complexes enzymatiques, le C1, le C2, etc., de la chaîne respiratoire, pour arriver au dernier récepteur, le dioxygène. Donc vous voyez que les NADH, H+, qui va se transformer en AD+, le FADH2, donc ils vont libérer les électrons qui vont être transportés par la chaîne respiratoire. Les électrons libérés sont transportés spontanément par les complexes de la chaîne respiratoire. Pour arriver au dernier récepteur, j'ai déjà parlé de ça, H2O. Donc le 1,5O2, il va gagner des H+, plus des électrons pour se transformer en molécule d'H2O. Donc au cours du transport des électrons par le complexe, on a déjà dit ça, de la chaîne respiratoire, il utilise l'énergie libérée par le flux des électrons pour pomper les H+, vers l'extérieur. Et s'établit ainsi un gradient. J'ai dit que les H+ seront en forte concentration à l'extérieur, c'est-à-dire dans la membrane, dans plutôt l'espace intermembranaire. S'établit un gradient. Aussi, après, il y aura une entrée de ces H+, à travers les canaux des sphères pédonculées. Et on résulte la synthèse de l'ATP. On parle donc de la phosphorylation de l'ADP. Donc ADP plus P plus l'énergie, cette énergie qui est issue de ce transfert des H+, de l'extérieur à l'intérieur, qui a une production de l'ADP. C'est pour ça qu'on va parler c'est-à-dire en même temps où il y a une phosphorylation d'ADP, il y a une
l'oxydation des transporteurs d'hydrogène. C'est pour ça qu'on parle de la phosphorylation oxydative. Le bilan énergétique de la respiration cellulaire. Vous voyez ici par exemple le NADH plus H+, après ce transport, il y aura l'entrée des H+, c'est-à-dire qu'une molécule de NADH, il va produire 3 ATP. Pour le FADH2, il va produire 2 ATP, c'est-à-dire que le NADH est très riche en énergie par rapport au FADH2. Donc l'oxydation de la molécule NADH plus H+ permet la synthèse de 3 ATP. L'oxydation d'une molécule de FADH2 va permettre la synthèse de 2 ATP uniquement. On va essayer de faire un bilan. Vous savez que pendant la glycolyse, on a déjà une production de 2 ATP comme bilan. Le bilan des oxydations dans la matrice, on a dit qu'il y a 2 ATP aussi. Et puis, on va essayer de voir l'énergie libérée par l'oxydation des transporteurs d'hydrogène, le NADH2 et le FADH2. Donc, le bilan de la phosphorylation oxydative, vous voyez que pendant la glycolyse, il y a la transformation d'une molécule de glucose en 2 acides pyruviques, accompagné, donc il va être accompagné de la production de 2 NADH plus H+, sachant que une molécule de NADH plus H+, va produire 3 ATP. Pendant le cycle de Krebs, on a dit les pyruvates, 2 molécules de pyruvates qui vont se transformer en acétyl-CoA, on a déjà parlé de ça, pour entrer dans le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs, il va produire 8 molécules de NADH plus H+, pour les 2 molécules qui sont utilisées pendant ce cycle de Krebs. Ensuite, il y a aussi la production de 2 molécules de FADH2. Donc on va essayer de faire le bilan. Vous savez ici qu'il y a 2 NADH plus H+ par la glycolyse. On va la multiplier par 3 ATP, donc il va donner 6. Donc 3 ATP. Et puis on a déjà dit que le FADH2 va produire 2 ATP. Donc pour la glycolyse, il va produire 6 ATP. Pour les 8 NADH+, ils vont libérer, on multiplie 8 par 3, va donner 24 ATP. Pour le FADH2, il libère 2 ATP, donc multiplié par 2 pour donner 4. Si je fais la somme, on aura 34 ATP. J'ajoute les 2 ATP de la glycolyse et les 2 ATP de l'oxydation dans la matrice, ce qui fait 38 molécules d'ATP comme bilan. Sachant que l'entrée de 2 NADH plus H+ qui ont été faits pendant la glycolyse et nécessite, sachant que ces 2 NADH plus H+ de la glycolyse sont formés au niveau de l'hyaloplasme, ils doivent être pénétrés dans la matrice. Et cette pénétration nécessite 2 ATP comme énergie. C'est pour ça qu'on va faire une soustraction. 38 qu'on a vu dans le bilan, moins 2 ATP qui sont responsables pour l'entrée de NADH pour donner finalement un bilan de 36 ATP pour une molécule de glucose. Vous voyez ici une molécule de glucose, il va consommer 6 molécules de dioxygène pour donner 6 CO2, 6 molécules de H2O plus 38 ATP comme énergie. Je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.